Pont-Neuf, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du livre. Invité de Pont-Neuf, François Azouvi pour son livre français « On ne vous a rien caché ». La résistance, Vichy, notre mémoire. C'est un livre paru aux éditions Gallimard. François Azouvi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous présente, vous êtes directeur de recherche au CNRS et directeur des hautes études en sciences sociales. Ce livre n'est pas une histoire de la résistance, mais une histoire de la mémoire de la résistance, comme vous l'aviez fait pour l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, sous le titre « Le mythe du grand silence ». Vous avez plongé dans les archives de l'époque pour démonter ce mythe selon lequel cette page de la résistance aurait été reconstruite pour faire accroire, par l'effet d'une grande mystification, qu'elle aurait été glorieuse de bout en bout. Vous avez voulu, dites-vous, remettre l'histoire à l'endroit. C'est ça la visée du livre. Oui, en effet. Enfin, c'est l'une des visées. Comme j'avais voulu faire d'ailleurs dans le mythe du grand silence, dont ce livre est le deuxième volet en quelque sorte. On a trop tendance, me semble-t-il, à écrire l'histoire à l'envers. Bon, et donc de porter sur elle des jugements erronés, je pense. Donc là, j'ai voulu en effet remettre les choses à l'endroit et j'ai voulu tout simplement commencer par lire et regarder ce qui s'est dit, ce qui s'est écrit, ce qui s'est montré à la Libération, avec cette... Je suis parti, comme pour le précédent livre, de la conviction qui est répandue, à savoir que les gaullistes, les communistes se sont unis pour répandre sur les Français une sorte de mensonge consolateur, avec l'idée que les Français n'auraient pas été capables de supporter la vérité sur les années noires, sur l'armistice, sur la collaboration, sur Vichy, sur tout ça. Et donc que pour leur faire passer la pilule, si je puis dire, il fallait inventer un comportement exemplaire pendant la guerre, oublier Vichy, faire comme si Vichy avait à peine existé, faire silence sur les déportations de Juifs et proposer à l'envers, inversement, une vision des Français comme ayant été unanimement résistants, unanimement derrière le général de Gaulle, etc. Et j'ai constaté que cette représentation des choses ne tient pas du tout la route. Et qu'au contraire, on a su tout et tout de suite. Alors, vous allez contre l'idée de ce qui aurait été une grande mystification et c'est le général de Gaulle qui passe pour avoir été le grand mystificateur. Et donc, on va commencer par lui, avec cet appel du 18 juin 1940. C'est une parole fondatrice, comme vous dites. C'est un appel précisément à la résistance. Vous dites d'ailleurs au fond, il a prononcé il y a eu deux appels. Le 18 juin 1940, il énonce une promesse, il dit « La flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas ». Et le 22 septembre 1944, il annonce que la promesse a été tenue. La flamme de la résistance française ne devait pas s'éteindre, elle ne s'éteignit pas. Donc, on a souvent minoré cette parole-là du général de Gaulle en disant que personne ne l'avait entendu. Et vous dites, c'est faux. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai en ce sens que, d'abord, peu de gens en France avaient la radio ou l'écoutaient et n'avaient aucune raison particulière de l'écouter à ce moment-là, ce jour-là et à cette heure-là. Mais c'est vrai en ce sens que l'appel, s'il n'a pas été entendu par des centaines de milliers de Français, il s'est très vite su. Il a été... l'information s'est colportée par le bouche à oreille. L'appel a été relayé dans un certain nombre de
de journaux. J'en prends un seul exemple parce que voilà, je suis tombé dessus. Mais Léon Werth, le dédicataire du Petit Prince de Saint-Exupéry, et qui était aussi l'ami de l'écrivain, était dans un petit village du Jura, et dans sa province tout de même éloignée, le journal local avait rendu compte de l'appel du 18 juin. Alors, c'est un exemple qui vaut ce qu'il vaut, ça n'est qu'un exemple, mais c'est pour dire simplement que il a été tout de même davantage connu qu'on ne l'a cru. L'information s'est répandue, elle a fait tache d'huile, et elle a fait évidemment d'autant plus tache d'huile qu'elle faisait contraste violent, et c'est pour ça qu'elle avait été faite, l'émission, avec le discours de la veille du maréchal Pétain. Alors, vous mettez en parallèle aussi d'un côté les victimes et de l'autre les résistants. Chez les déportés, on sait que ça a été longtemps le grand mutisme. En tout cas, il y a eu une période où il y avait une difficulté à parler comme le montrent d'ailleurs les témoignages de Robert Antelme, de Simone Veil, de Charlotte Delbos, d'Élie Wiesel, etc. C'était difficile de parler de cela. Est-ce que ça a été la même chose pour les résistants ? Alors là aussi, j'ai cru devoir aller contre une opinion très répandue, courante, que d'ailleurs Simone Veil a très largement contribué à accréditer, il faut bien le dire. Vous savez aussi bien que moi qu'elle disait volontiers que, au lendemain de la guerre, quand elle commençait à parler de sa déportation à une table familiale, on disait « passe-moi le sel » et on l'interrompait, personne ne voulait l'entendre. Et elle opposait volontiers ce silence quasi délibéré à l'écoute dont bénéficiait sa sœur, qui elle avait été déportée résistante. Bon. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé effectivement dans la famille de Simone Veil et ce qui s'est passé réellement. Ce que je sais simplement, pour avoir lu aussi les témoignages des déportés résistants, c'est que eux-mêmes se sont heurtés au même silence. Alors vous citiez Charlotte Delbos, vous citiez Robert Antelme, effectivement, et Robert Antelme, les premiers mots de son livre magistral et irremplacé, L'espèce humaine, sont pour dire, quand nous sommes revenus, je le cite de mémoire, quand nous sommes revenus de déportation, nous étions pris d'une ivresse de parole, et cette parole s'est coincée dans notre gosier, nous n'étions pas entendus. Et Charlotte Delbos dira la même chose, et il y a quantité d'autres témoignages, et j'ai donné quelques exemples de fiction de l'époque, où on voit des personnages rentrer de déportation, des résistants rentrer de déportation, et se heurter à la même chape de silence. En réalité, je pense que c'est le cas de toutes les expériences monstrueuses, dévastatrices. Les poilus de 1914 qui rentraient après Verdun souffraient de la même impression, du même syndrome, si je puis dire. Ils n'étaient pas entendus. Ce n'est pas audible. Alors, vous dites que pour les résistants, c'était un peu la même chose. Je pense qu'on a affaire à quelque chose du même ordre. Alors, quand vous dites que le grand récit de la résistance et de la France libre, c'est un millefeuille avec beaucoup composé de nombreuses strates. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors, là encore, il me faut faire un très bref détour par la façon dont on se représente le récit de la résistance au moment de la libération. On a tendance à penser que à la libération et pendant longtemps, pendant toute une génération, un seul type de discours a prévalu dans la France, comme je vous le disais tout à l'heure, un discours glorifiant la résistance, la France libre, gommant Vichy, etc., au fond, une sorte de version officielle des événements. Cette version officielle a son texte exemplaire, qui est dans le fameux discours de Gaulle au 25 août 44, au balcon de l'hôtel de ville, quand il dit « Paris s'est délivré, Paris tout seul ». Bon, et il ne mentionne pas les Alliés. Alors,
ce type de discours a en effet existé. Mais ce dont je me suis convaincu, encore une fois, en lisant, en écoutant, en voyant, etc., les documents de l'époque, c'est que ce discours officiel ne constitue que l'une des strates, et certainement pas la strate principale du grand récit de la résistance, de la libération, des années de guerre, etc. Ce grand récit, il est en réalité constitué de plusieurs couches de niveaux très différents et d'abord de qualités très différentes. On oublie toujours ça quand on parle, quand on évoque ce qui s'est dit ou montré au lendemain de la guerre. On fait comme si tout était égal. Mais il y a il y a des discours de circonstance, comme celui de Gaulle à l'Hôtel de Ville, il y a des textes élaborés, il y a des poèmes, il y a des films de propagande, il y a des contes pour enfants, des récits pour enfants. Bref, comme il est d'ailleurs parfaitement normal, il y a en réalité plusieurs niveaux, plusieurs types, plusieurs qualités. Et on constate donc que, en réalité, le grand récit de la résistance est fait de récits de valeurs, de qualités, de niveaux, d'orientation très différentes. Et il y a quantité de récits ou de films qui, au contraire, donnent une image absolument dépréciée de la France et des Français de la guerre. C'est ça qui est très frappant. Alors vous passez en revue, François Zouvi, beaucoup de livres et de films, évidemment en français si vous saviez, le film de Harry Sédoui, Le chagrin et la pitié de Max Ophüls. Je vous racontais d'ailleurs Marcel Ophüls. Et vous racontez d'ailleurs que le président de l'ORTF, dans un premier temps, ne veut pas qu'on passe le film à la télévision parce qu'il estime que les Français ne sont pas prêts pour accueillir ce type de film. Mais en même temps, le film sortira en salle et sera un énorme succès. Il y a aussi Le Bon Beurre de Jean Dutour, où on est plus proche du marché noir que de l'épopée. C'est ça, finalement, certes, tous vos strates du fameux millefeuille de la résistance. Oui, bien sûr. Alors, le cas de Harry Sédoui, le cas du chagrin et la pitié, etc., appartient à une époque qui est quand même plus tardive, celle des années 70, et ça s'inscrit dans un contexte intellectuel et historique très différent, dont on aura peut-être l'occasion de parler. Mais vous faisiez allusion au Bon Beurre, qui, lui, est de 1952, qui est un roman, c'est un petit chef-d'œuvre, hein, de Jean Dutour, il faut le dire, qui décrit un couple de crémiers qui sont les parfaits BOF, qui s'enrichissent, qui deviennent même, qui font une véritable fortune avec le marché noir, et qui sont d'abominables exemplaires de ces trafiquants qui n'hésitent pas à dénoncer des juifs, à pratiquer toutes les vilainies, et qui, évidemment, quand le vent tourne, retournent leur veste, font des concessions à qui de droit pour apparaître sous un jour favorable. Mais ce que je voudrais ajouter, si vous me donnez une petite minute supplémentaire, c'est que le roman de Dutour, qui d'ailleurs a été primé, est très loin d'être une exception dans ces années d'après-guerre. Quand on regarde par exemple les films qui sont en tête du box-office, les romans qui sont primés dans les années de l'immédiate après-guerre, on est frappé par le nombre de ces œuvres qui sont à l'égard des Français 1000 fois plus violents, 1000 fois plus durs que ne le seront jamais les écrivains soi-disant démystificateurs des années 70. Je vous en prends un seul exemple. En 1947, donc juste 2 ans après la guerre, le prix Goncourt récompense le roman de Jean-Louis Curtis, Les forêts de la nuit. Curtis n'est pas un adversaire de la résistance, au contraire, il s'est lui-même engagé dans le combat armé, et il écrit un roman absolument terrible sur une petite ville qui est en fait Orthez, qui est déguisée sous un nom d'emprunt. Il décrit la grande bourgeoisie
de cette petite ville, et son tableau est dévastateur. Je me permets, si vous me permettez, de lire un tout petit extrait. C'est celui qui raconte la Libération. Alors, si je choisis cet extrait, c'est parce que la Libération est généralement l'occasion d'un récit enthousiaste, glorieux, joyeux, etc. Et quand on lit le récit de la libération d'Orthez, dans le roman de Curtis, voilà ce qu'on trouve. Ils étaient tous là au grand complet, les petits profiteurs honnêtes de la guerre. Ils étaient là, hilars, rutilant de graisse et d'âpreté, les paysans des environs, ceux qui avaient exploité avec science et discernement la mine d'or allemande. Et puis, tous les autres, les inconscients, les neutres, et ceux qui avaient fluctué d'une opinion à l'autre au gré des nouvelles militaires. C'était le jour de la vengeance, le jour des saintes colères. Il fallait des coupables. Et Saint-Clar, c'est le village, c'est Orthez donc, et Saint-Clar, toujours courageuse, avait décidé de faire défiler nus 2 putains dévorés de tuberculose et de syphilis. Voilà ce qu'on écrivait en 47, et voilà ce qui était primé. C'est ça qui est très frappant. Oui, parce que vous évoquez aussi, on n'a pas le temps d'entrer là-dedans, mais toutes ces questions d'amnistie, ce problème d'épuration, les différents procès qu'il y a eu, et donc apparaît effectivement une vision de la résistance très contrastée. Mais vous dites quand même que assez vite est apparue l'idée que ce n'est pas le nombre qui compte, mais c'est l'esprit, et très vite aussi l'idée d'une mystique. On trouve le mot chez Malraux, le premier, au moment de l'entrée au Panthéon de Jean Moulin. On le trouve chez Kessel, même si chez Kessel il y a aussi les aspects, les arrière-scènes et les trahisons et les pots de banane, etc. Il y a et puis on trouve le mot chez Péguy avant la lettre, si j'ose dire. J'ai été j'ai été sensible en tout cas à l'évocation de Péguy chez vous dans l'épilogue du livre, et vous imaginez ce qu'il aurait pu dire, ce qu'il aurait pu écrire sur la mystique de la résistance, comme il a écrit sur la mystique de l'affaire Dreyfus. Oui, écoutez, le directeur du dictionnaire de Péguy ne peut pas ne pas être sensible à cette dimension de mon livre. Alors, en réalité, je ne l'ai pas plaqué sur le livre. Il s'est passé ce phénomène, là aussi très surprenant, c'est que les résistants, et je dirais un très grand nombre d'entre eux, c'est pas un ou deux, les résistants ont très spontanément appliqué à leur combat, à la résistance, ce que Péguy avait dit de l'affaire Dreyfus. Ils se sont vus comme des mystiques pour une cause et dans un combat qui était au fond une crise religieuse, un combat sacré, une cause sacrée. Alors évidemment, une mystique séculière, une mystique laïque, mais une mystique tout de même, c'est-à-dire un combat dans lequel il y allait de beaucoup plus que la victoire sur l'ennemi. Il y allait du sauvetage de l'âme de la France, de l'âme de la patrie. Ce sont les mots de Malraux, le vers corse a répondu à Mauthausen. Exactement. C'est dans un propos très fulgurant, comme souvent chez Malraux, il fait de la mort de l'innocent le plus innocent une sorte de couple avec l'héroïsme le plus insoucieux du résultat. C'est en ce sens qu'il dit notre résistance a répondu au camp de Mauthausen qu'elle ne connaissait pas. Pourquoi dites-vous, François Azouvi, ceci, tandis que le temps travaille pour la mémoire du génocide, il travaille contre celle de la résistance? Alors là aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert en travaillant et
à quoi je ne m'attendais pas, parce que ça va plutôt contre ce qui me paraît être la vulgate ambiante. On décrit volontiers la résistance comme et les résistants et la France libre comme la mémoire forte, c'est-à-dire celle qu'on a glorifiée au lendemain de la guerre, celle au moyen de laquelle on a mis l'étouffoir sur les victimes juives, et celle donc qui s'est imposée comme la mémoire officielle de la France. Et en réalité, je me suis rendu compte que cette glorification de la résistance, elle n'a duré que très peu de temps. Dès 47-48, la résistance, la mémoire de la résistance commence à se fissurer. Les résistants sont en proie à une sorte de mélancolie parce qu'ils ont l'impression que leur combat, c'est enlisé et qu'il s'est perdu. Et cette mélancolie résistante, cette dépréciation de la résistance, elle va croissante ou elle continue pendant les années 40-50 et même au-delà, tandis que dans le même temps, la mémoire juive, la mémoire de la déportation et des massacres, la mémoire juive qu'on pensait être faible, une mémoire faible, ne cesse de monter en puissance. Alors, c'est un livre sur la mémoire de la résistance. On peut regretter, si vous me permettez, que la résistance juive n'ait pas trouvé une place plus importante dans ce livre, qui est par ailleurs très stimulant. Je l'ai regretté moi-même. C'est un manque que je me reproche. Mais c'est peut-être l'objet d'un autre livre, puisque vous avez entrepris cette exploration passionnante de notre mémoire pour le plaisir de tous vos lecteurs. Et donc, je rappelle le titre de votre livre « Français, on ne vous a rien caché ». La résistance, Vichy, notre mémoire. C'est un livre paru aux éditions Gallimard. C'était Pont-Neuf. Nous recevions aujourd'hui François Azouvi. Bonne journée à tous et prenez soin de vous.